Dame Chance peut être une maîtresse cruelle, mais pour certaines personnes ridiculeusement chanceuses, elle arrive juste au moment où elles en ont le plus besoin. Qu'il s'agisse d'une femme qui a survécu à une chute de 4400 mètres sans parachute ou d'une fille qui a été gelée pendant toute une nuit, les histoires suivantes de ces légendes de la vie réelle ne manqueront pas de te laisser bouche bée. Alors, prépare-toi à t'agiter au bord de ton siège car nous allons jeter un coup d'œil à d'autres personnes parmi les plus chanceuses qui ont survécu à des obstacles impossibles à surmonter. Terreur des arbres. Et il n'y a rien de plus relaxant que de se détendre au bord de la piscine avec un bon livre, n'est-ce pas? Eh bien, en juillet 2020, une mère de Géorgie a découvert que cela pouvait être tout sauf relaxant. Elle lisait tranquillement en regardant ses enfants jouer dans la piscine, quand soudain son fils s'est mis à lui crier dessus. Oh my god! Holy Oh my god! Are you okay? I almost died. Ouais, elle s'est écartée juste à temps. L'arbre lourd s'est brisé et s'est écrasé directement sur le transat sur lequel elle se prélassait quelques instants auparavant. Si elle avait réagi une seule seconde plus tard, il aurait fallu une spatule de la taille d'un adulte pour la sortir de ce transat. Bravo à cet enfant pour son avertissement et son œil aguerri. Oh my god! Dollar Bill Morgan. Il y a la malchance, il y a la chance, et puis il y a Bill Morgan. En 1998, ce chauffeur de camion australien de 36 ans a été impliqué dans un accident brutal qui a failli lui coûter la vie. Il a survécu, mais après avoir été transporté d'urgence à l'hôpital, on lui a administré un médicament qui a déclenché une réaction allergique et l'a envoyé en arrêt cardiaque. Son cœur s'est arrêté pendant 14 minutes, mais les médecins ont miraculeusement réussi à le réanimer. Mais malheureusement, il était complètement comateux. Pendant 12 longs jours, la famille de Bill a attendu le moindre signe de vie. Puis, alors qu'il se préparait au pire, Bill s'est réveillé. Après un rétablissement complet, il s'est fiancé à sa petite amie, a décroché un nouvel emploi et plus tard, sur un coup de tête, a acheté une carte à gratter. Étonnamment, il a gagné une voiture d'une valeur de 17 000 $ australiens. La nouvelle de l'incroyable coup de chance de Bill s'est répandue et on lui a demandé de rejouer son gain pour Channel 9 News. Il a donc acheté un autre ticket à gratter, les caméras ont commencé à tourner et puis ceci est arrivé. I just won 250,000. I'm not joking. You're not, are you? I just won 250,000. Bill a gagné le jackpot de 250 000 $ australiens en direct. Bon sang, c'est ce que j'appelle un sacré coup du sort. Je ne peux pas améliorer ta chance, je le crains, mais je peux te donner un jackpot de connaissances extraordinaires. Utile ou inutile? Vas-y, clique sur les boutons j'aime et s'abonner ci-dessous et tu ne manqueras plus jamais d'histoires incroyables comme celle de Bill. Et maintenant, quelle est la prochaine étape? Solidement gelé. L'État américain du Minnesota est célèbre pour ses hivers extrêmement froids. Cependant, en décembre 1980, Jean Hilliard, 19 ans, ne se doutait pas qu'elle était sur le point de prouver à quel point il pouvait être froid, de la manière la plus incroyable qui soit. Jean rentrait chez elle en voiture un soir lorsqu'elle est tombée dans un fossé et s'est retrouvée coincée. Comme il était inutile d'essayer de remettre la voiture en marche, elle est sortie et a commencé à marcher jusqu'à la maison d'une amie située plus bas sur la route. Mais Jean ne s'était pas appuyée pour le froid. Et les températures ce soir-là ont atteint un minimum glacial de moins 28 degrés Celsius. Elle a marché pendant 3 km jusqu'à ce qu'elle atteigne enfin sa destination. Seulement une fois arrivée, elle a trébuché, n'ayant plus l'énergie nécessaire pour se relever et son corps s'arrêtant rapidement. Elle a rampé jusqu'au seuil de la porte et, tenez-vous bien, elle a totalement gelé. 6 heures plus tard, son ami Wally Nelson a ouvert la porte pour trouver ce qui ressemblait à une sculpture de glace très réaliste de Jean dans sa cour. Au début, elle ne pensait pas qu'elle était vivante, mais au vu que des bulles qui sortaient par son nez, d'une manière ou d'une autre, elle respirait encore. Elle l'a rapidement emmenée à l'hôpital, mais son état a laissé tous les médecins perplexes. Ses yeux ne réagissaient pas à la lumière et son corps ne s'inscrivait pas sur un thermomètre parce qu'il faisait trop froid. Il n'arrivait même pas à lui poser une perfusion intraveineuse. Les aiguilles ne cessaient de se briser sur sa peau dure. Ne sachant pas quoi faire d'autre, ils ont placé des coussins chauffants le long de son corps et ont attendu. Quelques heures se sont écoulées et d'une manière ou d'une autre, miraculeusement, Jane a ouvert les yeux. Quelques heures encore et à la grande joie de ses parents, elle a pu parler de façon cohérente. Alors, comment a-t-elle échappé à la congélation sans subir de dommages permanents? Il est possible qu'il s'agisse d'un cas d'hypothermie extrême, et bien qu'il n'y ait pas de données réelles à ce sujet, il existe des dizaines de cas comme celui de Jean. Lorsque le corps d'une personne se refroidit en dessous du point de congélation, la circulation sanguine ralentit et le corps a besoin de moins d'oxygène.
comme une sorte d'hibernation. Un médecin a émis l'hypothèse que lorsqu'une personne gelée est réchauffée et que son flux sanguin augmente au même rythme que sa température, elle peut se rétablir. C'est peut-être ce qui a sauvé la vie de Jean. Ou bien elle est la vraie Elsa et ce n'est que la première manifestation de ses pouvoirs glacés. C'est fou, les deux théories semblent aussi probables l'une que l'autre. Chute libre des fourmis de feu. Le parachutisme est le genre de chose que j'ai toujours voulu faire mais que j'ai jamais eu le courage de faire. Mais Joanne Murray de Caroline du Nord n'a pas eu ce problème. En 1999, Joanne avait déjà effectué un nombre impressionnant de 35 sauts. Ainsi, lorsqu'elle se tenait dans l'avion à 4400 mètres dans les airs et qu'elle se préparait pour son 36e saut, elle n'était absolument pas nerveuse. Et elle n'était même pas nerveuse lorsqu'elle a ouvert les portes de l'avion, qu'elle a sauté directement et qu'elle a commencé à tomber en chute libre vers la terre à une vitesse de 120 000 à l'heure. Cependant, lorsqu'elle a essayé de tirer son parachute, il s'est passé quelque chose qui l'a rendue très nerveuse. Le parachute ne s'est pas ouvert. Refusant de paniquer, Joanne a tendu la main vers le parachute de secours et tira très fort. Avec soulagement, elle le sentit sortir de son sac, se déployer et l'entraîner dans une lente descente. Mais elle se mit à tourner en rond en mêlant les cordes du parachute dans un nœud derrière elle. Elle avait beau essayer de tirer contre la force, elle tournait en spirale de plus en plus vite. Perdant tout contrôle, rien n'y fit. Joanne se dirigea vers le sol froid et dur à une vitesse vertigineuse de 120 000 à l'heure. Elle heurta la terre, entendit un grand craquement et tout devint noir. Joanne était tombée dans le coma et après avoir été transportée à l'hôpital, elle a subi de nombreuses opérations de reconstruction et de transfusion sanguine. Tout le côté droit de son corps avait été écrasé. Cela ne s'annonçait pas très bien et puis au bout de 2 semaines, elle s'est réveillée et s'est complètement rétablie. Et comment cela a été possible ? Eh bien, par le plus grand des hasards, Joanne avait atterri en catastrophe sur un nid de fourmis de feu. Les fourmis venimeuses ont immédiatement commencé à ramper autour d'elle, la mordant et la piquant environ 200 fois. Leur venin, appelé solénopsine, stimule le système nerveux. Les fourmis ont injecté à Joanne une telle quantité de cette substance que son cœur a continué à battre jusqu'à l'arrivée des secours. Incroyablement, cette expérience n'a pas entamé sa passion pour le plongeon. Elle a donc ensuite effectué son 37e saut. On peut dire que son histoire s'est un peu terminée en apothéose. Échappée d'avalanche. Mes vacances idéales se déroulent sur une île tropicale, avec un bon livre et des cocktails sans fond. Mais certaines personnes préfèrent être un peu plus aventureuses, comme ce skieur sérieux dans les Alpes françaises. Ils ont l'air de s'amuser comme des petits fous. Mais en slalomant sur cette pente, ils ont accidentellement créé une petite avalanche. Ouais, j'aurais paniqué, mais ce gars a même pas lâché sa GoPro, malgré un méchant choc avec un arbre. Après s'être écrasé au sol et avoir dévalé la pente, il a heureusement ralenti et s'est arrêté. Mais souvent, les avalanches de ce type ont un tel élan que toute personne prise dans l'avalanche est emportée vers le fond et est ensevelie. C'est un danger qu'un groupe d'amis a découvert à ses dépens. Alors qu'ils faisaient de la motoneige dans le mont Uinta, dans l'Utah, ce groupe a soudainement senti un énorme grondement. Il s'agissait d'une énorme avalanche qui fonçait sur eux. Pensant qu'ils étaient assez loin, l'un d'entre eux a commencé à filmer. Leur ami qui se trouvait au pied de la montagne a couru hors du cadre et s'est échappé. Mais le caméraman a sous-estimé la distance que l'avalanche allait parcourir. You good? Yep. Yep, you good? I'm out. Les images super effrayantes les montrent complètement ensevelis sous la neige glacée. À force de se débattre, de se tortiller et de donner des coups de pied, ils ont fini par se libérer et ont vécu pour raconter leur histoire. Bien que cela soit réconfortant, je pense que je vais m'en tenir à mon livre et à mes cocktails sans fond, merci bien. La balade dans la baignoire. Être pris dans une tempête peut être une expérience assez terrifiante. En général, tu es en sécurité à l'intérieur de ta maison, sauf si tu vis dans un endroit sujet aux tornades. En 2017, Charletta Williams, 75 ans, et son fils Ricky regardaient la télévision dans leur maison du comté de Marion au Texas, lorsqu'ils ont entendu le grand vacarme d'une tempête qui approchait. Et dans le comté de Marion, qui dit tempête, dit tornade. S'attendant au pire, Ricky a conduit sa mère à l'étage jusqu'à la salle de bain et l'a aidé à entrer dans la baignoire, avant d'y monter lui-même.
Une baignoire est en fait l'un des meilleurs endroits où tu peux aller pendant une tempête si tu n'as pas de bunker, parce qu'elles sont lourdes et solidement ancrées aux canalisations d'eau. Enfin, c'est du moins la théorie. Quelques minutes plus tard, la tempête s'est abattue sur la maison dans un grondement de tonnerre et la traversa de part en part. Le toit de la maison a soudainement été arraché et Ricky et Charletta s'accrochèrent pour survivre. Toute la baignoire en porcelaine a été violemment secouée, puis, chose incroyable, elle a été arrachée du sol et soulevée au-dessus des décombres de leur maison. Ils s'élevèrent de plus en plus haut, tournoyant dans les airs à côté de morceaux de toit et de meubles. Puis la baignoire se retourna et ils furent projetés sur le sol à l'extérieur. Par miracle, ils ont tous les deux atterri avec seulement quelques coupures et contusions. Même si leur maison n'était plus qu'un tas de décombres, c'est une histoire folle, quelle que soit la façon dont tu l'interprètes. Steven Callahan. S'il y a une chose pire que d'être pris dans une tempête sur Terre, c'est bien d'être pris dans une tempête marine. En 1981, Steven Callahan, un marin expérimenté, est parti de Rhode Island aux États-Unis et faisait route vers Antigua lorsqu'une nuit, le temps s'est déchaîné. Dans le chaos, le petit bateau de Steven a heurté ce qu'il pensait être une baleine et a commencé à couler. Réfléchissant rapidement, Steven a fait exploser son radeau de sauvetage gonflable de 2,5 mètres de large. Mais il avait besoin de provisions pour survivre au milieu de l'océan. Alors que son bateau s'enfonçait sous la surface, Steven a plongé sous l'eau et a pu attraper un fusil à harpon, une trousse d'urgence, des cartes de navigation et quelques autres articles essentiels. Il s'est ensuite hissé sur le radeau et a dérivé sur l'étendue solitaire de l'océan Atlantique. Forcé d'aller là où les vagues le menaient, Steven s'est envoyé vers l'ouest. Il a préparé de l'eau potable à l'aide d'alambics solaires récupérés sur le bateau, qui utilise la chaleur du soleil pour évaporer et distiller l'eau salée, et a mangé des rations provenant de trousses d'urgence. Celles-ci n'ont cependant pas duré bien longtemps, et lorsqu'elles ont été épuisées, Steven a été obligé d'utiliser son fusil à harpon pour attraper des poissons et des oiseaux. En désespoir de cause, il a même mangé des bernacles. Chaque jour qui passait apportait un nouveau défi. Il a dû faire face à des attaques de requins, des crevaisons de radeaux et a perdu un tiers de son poids. Et à certains moments, il avait l'impression qu'il ne pourrait pas continuer. Mais il n'a jamais abandonné. Grâce à son expérience en mer et à sa détermination, Steven a survécu seul dans son minuscule radeau gonflable pendant 75 jours. Puis le 76e jour, il a finalement été repéré et ramené sur le rivage par des pêcheurs au large de Marigalante. Près de 3 mois après le début de sa brutale épreuve, Steven a été sauvé. Combien de temps est-ce que tu penses tenir? Peu importe, 3 mois, je me donne 3 minutes avant de me mettre à pleurer comme un bébé. Terreur des pneus. Certaines personnes détestent conduire sur les autoroutes, je comprends pourquoi. Elles sont bruyantes, encombrées et souvent stressantes. Quelle que soit ton opinion, nous sommes tous d'accord pour dire que le fait d'avoir un énorme pneu qui s'écrase au hasard dans le plafond de ta voiture rendrait l'expérience bien pire. C'est exactement ce qui est arrivé à un Britannique qui roulait sur la M6, une route très fréquentée d'Angleterre. Il conduisait normalement lorsqu'un camion se dirigeant dans la direction opposée a perdu l'un de ses pneus. Il s'est précipité sur la route, a heurté la barrière centrale et s'est écrasé directement sur le pare-brise de sa voiture. Mais il ne s'est pas contenté de briser la vitre, il a traversé tout le toit, l'a arraché, avant de se loger sur la banquette arrière. Fait extraordinaire, le conducteur n'a pas été touché. Même s'il a percuté presque tout le reste, il a quand même réussi à se garer et à arrêter la voiture en toute sécurité. Le plus chanceux, c'est que quelques heures auparavant, le jeune enfant du conducteur l'avait supplié de l'accompagner et aurait été assis à l'endroit même où le pneu s'est retrouvé. Dans ce qui était peut-être la meilleure décision qu'il ait jamais prise, le père a dit non. Il faut que je trouve le numéro de l'ange gardien de ce type. Boule d'Erdache. La ville côtière de Keelung à Taïwan est célèbre pour être entourée de hautes montagnes. La plupart du temps, elles sont incroyablement pittoresques et offrent des vues sérieusement magnifiques. Mais le 31 août 2013, Mère Nature les a transformées en une sacrée arme. Un conducteur se dirigeait vers l'une des routes à flanc de montagne quand soudain il a été frappé par un torrent de débris qui a dévalé en glissement de terrain, poussant sa voiture sur le côté. Un énorme rocher s'est ensuite abattu sur lui, exactement à l'endroit où la voiture se serait trouvée si elle n'avait pas été poussée. Et la façon dont elle a vacillé avant de retomber, ouais, j'en ai des frissons rien qu'en la regardant. T'inquiète pas, personne n'a été blessé, le voyage a juste commencé de façon très difficile. Vise ça. Quand j'étais enfant, j'ai toujours voulu avoir une cabane dans un arbre, mais nous n'avions jamais eu d'arbre qui se prêtait à une construction de cabane. Après avoir entendu parler de l'expérience de ce jeune, je suis plutôt content de ne jamais en avoir eu une. Il y a plusieurs années, Darius Foreman construisait une cabane dans le Maryland aux États-Unis. Lorsqu'il a glissé et est tombé tête la première dans l'une des branches, directement sur une planche d'où sortait une grosse vis.
Ses parents se sont précipités dehors et ont appelé une ambulance. Contre toute attente, il était vivant, bien qu'avec une planche clouée à sa tête. Cependant, si la vis s'était enfoncée d'1 millimètre de plus, l'histoire aurait été bien différente. Lorsque l'hélicoptère médical est arrivé, il n'a pas pu passer par la porte parce que la planche était trop grande. Les pompiers sont arrivés sur les lieux et ont scié une partie de la planche à partir du haut, mais ils ne pouvaient pas scier trop près de la tête du garçon pour ne pas risquer d'enfoncer le clou et causer plus de dégâts. Finalement, un autre hélicoptère plus gros est arrivé et Darius a été transporté à l'hôpital. Une fois sur place, les médecins ont soigneusement retiré le reste de la planche et Darius s'est complètement rétabli. Dieu merci, ils n'ont pas fait d'erreur. Ray le Ray. Tous ceux qui conduisent savent à quel point il est pénible de tomber en panne sur le bord de la route. Mais que se passerait-il si la voiture tombait en panne au milieu du désert du Sahara, que tu n'avais pas de téléphone et que tu n'avais que quelques jours de nourriture et d'eau? C'était pas une question hypothétique, mais une dure réalité à laquelle Émile Le Ray a dû faire face en 1993. Cet électricien français aventureux avait décidé d'explorer le Maroc avec sa fidèle Citroën 2 chevaux. Lorsqu'un barrage militaire l'a empêché d'aller dans la direction qu'il souhaitait, Émile a pris sa voiture en route et a décidé de contourner le barrage plutôt que de faire demi-tour. Grossière erreur. Pendant un court moment, le petit véhicule robuste a résisté à la rudesse du paysage désertique. Puis Émile a heurté une pierre durement et le tout a gémi jusqu'à une immobilisation irréparable. Bien qu'il ait une connaissance de base de la région, Émile ne savait pas où il se trouvait le village le plus proche, et il était trop loin de son point de départ pour y aller en randonnant. Alors, au lieu de paniquer, il a imaginé un plan fou, et grâce à ses talents d'ingénieur, il a transformé sa voiture en panne en une moto. Émile s'est mis en mode survie, mangeant moins, buvant moins et se concentrant uniquement sur sa tâche à accomplir. Tout d'abord, il a enlevé la grosse carrosserie de la voiture et l'a utilisée comme base pour y ranger des choses. Ensuite, en utilisant des morceaux de la voiture comme outil de fortune, il a arraché des morceaux de cette dernière, plié des pièces plus fines, percé des trous à l'aide de morceaux de métal et de vis récupérés. Et lentement mais sûrement, il a construit quelque chose qui ressemblait à un vélo. Il a travaillé sous une chaleur intense et même dans des tempêtes de sable déchaînées, dont il était obligé de s'abriter dans la carrosserie de sa voiture. Après 12 jours pénibles, alors qu'il en était à ses dernières gouttes d'eau, Émile a terminé son véhicule de fortune. Il est monté à bord, a appuyé sur l'accélérateur et avec un immense soulagement, a traversé les sables arides en direction de la civilisation. Mais alors qu'il atteignait triomphalement la ville marocaine de Tantan, la police lui a immédiatement infligé une amende d'environ 1 000 $ pour conduite d'un véhicule illégal. C'est pas vraiment une fête de bienvenue qu'il espérait. Carnage. Si Émile Le Ray est un pro de la création de véhicules, il semble qu'il y ait beaucoup plus de gens qui soient des pros de la destruction. Par exemple sur ce conducteur australien qui n'a pas correctement fixé son chargement de tôle ondulée à l'arrière de son camion avant de prendre la route. Après s'être cassé un peu trop fort, la tôle a fracassé sa vitre arrière et a traversé tout le côté gauche du véhicule. Ce type a eu de la chance d'être dans une voiture à conduite à droite, sinon ces photos auraient l'air d'appartenir à un épisode des experts. Rien que d'y penser, ça fait froid dans le dos. Mais si tu as le vertige, j'ai quelque chose d'encore plus effrayant pour toi. Cette photo a été prise en 2006, juste à la sortie de Hurricane City dans l'Utah, sur la route nationale 59. On dirait un accident de la route tout à fait normal, n'est-ce pas? Cependant, si je fais un petit zoom arrière, tu verras que c'est tout sauf ça. Tout d'abord, le camion roulait tellement vite qu'il a non seulement traversé la glissière de sécurité et a quitté la route, mais il s'est aussi envolé et a fait un tonneau de 180 degrés. C'est une bonne chose car sinon il serait tombé ici. Oui, le conducteur de ce camion a sauté à toute vitesse au-dessus d'un énorme gouffre béant et s'est retrouvé de l'autre côté, à quelques centimètres à peine de la chute vertigineuse qui se trouve en contrebas. D'une manière ou d'une autre, le conducteur et le passager ont survécu avec seulement quelques coupures et quelques ecchymoses. Je ne sais pas vraiment pourquoi on appelle cela de la conduite imprudente alors que la voiture finit toujours par être détruite. Survivant d'un sniper. Il n'y a pas beaucoup de situations plus dangereuses qu'une guerre totale. C'est pourquoi les soldats sont entraînés à s'attendre à des scénarios mettant leur vie en danger et à y faire face de façon appropriée. Malgré cela, ce à quoi le marine américain Sam Arnold a survécu en Afghanistan en 2013 est presque impossible à croire. Alors qu'elle repérait un endroit, l'escouade de Sam a entendu des coups de feu et a décidé d'enquêter. C'est alors que ce qui suit s'est produit. Nom d'un chien, un tireur d'élite au loin a tiré directement sur Sam et la balle l'a touché en plein sur le casque. Après s'être précipité pour se mettre à l'abri, les marines se sont regroupés. Contre toute attente, Sam va bien, même s'il est un peu choqué. En fait, je dirais même qu'il l'a très bien pris. Dude, that's through. All right, let's get out here and do something about this. C'est une chose d'arrêter un tir provenant d'une petite arme à feu.
Mais en arrêter un provenant d'un puissant fusil de sniper, c'est une toute autre affaire. Heureusement, grâce à la combinaison d'un casque solide et d'un fusil relativement peu puissant, Sam Arnold s'en est sorti avec sa vie et ses sous-vêtements entièrement intacts. Quel héros! Atterrissage en catastrophe. Plus de 50 millions d'accidents de la route se produisent chaque année dans le monde, mais parfois l'un de ces accidents est tellement fou qu'il défie l'entendement. En 2012, alors qu'un groupe de 3 amis roulait dans leur camionnette près de Johannesburg, en Afrique du Sud, ils ont soudain été confrontés à un spectacle terrifiant. Un petit avion avait échappé à tout contrôle et plongé dans leur direction à une vitesse alarmante. Avant que quiconque ne puisse réagir, l'avion s'est écrasé sur la route devant eux, a pris feu et s'est précipité vers eux à une vitesse vertigineuse. La conductrice du camion, Monica Bragança, freina brusquement et ferma les yeux. Dans un fracas assourdissant, le cockpit de l'avion fonça droit dans l'avant du camion. L'homme assis à l'arrière, Tony Van Angsven, a été projeté violemment au travers de la vitre et a atterri à plus de 10 mètres de là. Les 2 filles à l'avant ont dû désespérément forcer les fenêtres latérales du véhicule détruit et commencèrent à courir pour sauver leur vie. L'avion semblait sur le point d'exploser et il n'y avait pas de temps pour sauver les 2 personnes qui se trouvaient encore à l'intérieur. C'est alors que surgit du nulle part un groupe d'hommes qui se précipita héroïquement vers l'avion en flammes. Par le plus grand des hasards, ils se trouvaient à proximité et avaient entendu le crash. Grimpant sur le cockpit fumant, l'un d'entre eux est entré par le pare-brise brisé et a détaché les ceintures de sécurité des pilotes. Avec l'aide de ses amis, ils les ont dégagés et ont réussi à s'échapper de l'épave quelques minutes avant que l'avion n'explose dans un torrent de flammes. Non, ce n'est pas l'intrigue du prochain film de Mission Impossible. Malgré l'absence de Tom Cruise, tout le monde a survécu et personne n'a subi de blessures graves. Espérons seulement qu'il n'y aura pas de suite. Tortue Hurtle. Les chances qu'un avion s'écrase sur une voiture sont faibles. Mais quelles sont les chances qu'une tortue vienne s'écraser depuis le ciel ? Étant donné qu'elles ne peuvent pas voler, on dirait qu'il n'y en a aucune, n'est-ce pas? Eh bien, en Floride, ce phénomène étrange s'est produit 2 fois. Alors qu'elle roulait sur l'Interstate 4 en mai 2016, quelque chose de rond a soudainement foncé droit sur le pare-brise de Nicole Baines, faisant éclater le verre sur toute sa surface. Forcée de piler sur ses freins, elle s'est arrêtée en hurlant sur le bord de l'autoroute. Heureusement, elle n'a pas été blessée. Cependant, une fois le choc initial passé, elle a été encore plus stupéfaite de réaliser qu'il y avait une tortue dans la voiture avec elle. Heureusement, le passager surprise s'en est sorti lui aussi. Mais attends, c'est pas tout. En 2021, la situation s'est reproduite, mais cette fois-ci, le reptile rapide a traversé le pare-brise et a frappé une dame âgée à la tête. Encore une fois, heureusement, les 2 parties ont survécu. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine de ces attaques de tortues volantes? Est-ce que t'as une petite théorie? Il s'avère que de petites tortues vertes essayaient de traverser la route lorsque leurs carapaces ont été entaillées par les voitures qui passaient. La force de la collision entre la carapace et la voiture fait s'envoler les tortues dans les airs avant qu'elles ne reviennent s'écraser sur le pare-brise des voitures. C'est donc une chance pour la tortue et pour l'homme de s'en sortir. Je ne peux qu'imaginer ce qui a dû se passer dans leurs petites têtes écailleuses, à part les pare-brises bien sûr. Bon, c'est à peu près tout ce que je peux faire pour l'instant en matière d'évasion qui défie la mort. Quelle est celle qui t'a fait le plus battre ton cœur? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.